Merci de rester fidèles sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cette première aventure de l'émission Diagnostic. Il faut dire que pour ces premiers numéros, nous parlons de la circulation à Conakry et plus particulièrement parler de la route du Niger. Il faut dire quand même que cette route est l'une des premières construites en Guinée avant l'indépendance. Elle est située dans la commune de Matam. La route du Niger est l'une des plus grandes routes urbaines de la capitale guinéenne d'entière affluence après l'autoroute Fidel Castro et la route Le Prince. Mais aujourd'hui, cette route est l'un des plus grands calvaires des usagers de Conakry, des caniveaux remplis de toutes sortes, l'inexistence des passerelles et des panneaux de signalisation causant ainsi d'énormes embouteillages. Tel est le triste constat, notamment qui prévaut sur cette route du Niger. Alors nous on pose cette question, à qui la faute? Ou bien nous sommes tous concernés? La question, on va tenter de répondre notamment à cette question dans cette émission avec mes invités qui sont confortablement installés sur ce plateau avec moi. Yatigna Mansaré, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Tropical FM. Merci d'être invité dans cette émission, Yatigna. Merci Barry et bonsoir aux millions de téléspectateurs de la télé Star TV. Merci. Alors aussi sur ce plateau, nous avons notre également grand ou doyen notamment de la société civile, Monsieur Ibrahima Balaya. Je rappelle que vous êtes le président du Forum civil guinéen. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie et je remercie tous vos téléspectateurs. Également, deuxième confrère sur ce plateau pour parler de ces sujets qui est une préoccupation à Conakry, notre confrère notamment Alpha Abdoulaye Diallo. Je rappelle que vous êtes le président de l'AGEPI, Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, mais aussi, il faut le préciser, membre de l'Union des journalistes de la presse libre africaine. Merci d'être avec nous également sur ce plateau. Oui, merci de nous avoir consacré cette première. Merci et bonne chance à cette émission. Merci. Alors, avant de parler précisément de la route du Niger, on va s'intéresser d'entrée de jeu, notamment du constat général, M. Balaya, qu'il faut faire, notamment sur la problématique de la circulation à Conakry. Quel est votre regard là-dessus en tant qu'acteur de la société civile, la circulation à Conakry? Bon, je crois que circuler à Conakry, c'est ce que nous avons en commun. Hein. Ouais. Je crois que, puisque tous les matins, à notre réveil, nous convergeons tous vers un même lieu, cela pose problème. Vous savez, le problème de nos villes africaines, c'est des problèmes séculaires. Hein. C'était prévu pour peu d'habitants. En moins de 60 ans, je crois qu'il faut multiplier la population de Conakry par 50 et que les politiques d'occupation et les politiques de l'habitat n'ont pas suivi. Bah. Justement, ça a eu pour conséquence... Parce que les populations sont en avance sur l'État dans l'urbanisation. Bon, moi, je n'irai pas jusque là-bas pour dire qu'il y a un problème d'avance ou de ne pas être en avance. C'est-à-dire, il y a un constat qui est là, c'est que les politiques publiques n'ont pas suivi l'affluence, hein, c'est-à-dire cette augmentation de la population urbaine. Hein. Donc, c'est ça aussi la vraie conséquence. L'autre point sur lequel je voulais vraiment rebondir, c'est toujours quand il s'agit de parler d'occupation, hein, l'occupation, parce que dans nos pays, généralement, rien n'est formel, c'est un mélange d'informel et de laisser aller. Ouais. Maintenant, c'est des choses qui ont la peau dure. Maintenant, 50, 60 ans après les indépendances, il est temps aujourd'hui de revoir la politique de cela. Parce qu'on est dans une ville où on suffoque. Je reviens à vous tout à l'heure. Alors, Mansaré, c'est vrai, vous pouvez me regarder parce qu'il faut dire quand même qu'il y a cette question qui reste, pour celui qui connaît, pour le cas de Conakry, il y a une sorte de circulation sans cynique. On descend le matin à Kaloum et puis le soir, tout le monde remonte. Alors vous aussi, quel est votre constat sur la problématique de la circulation à Conakry? Bon, la problématique de la circulation, Barry, comme tu le dis tantôt, au fait, c'est le fait qu'il y a pratiquement la concentration de tout le service administratif au niveau d'une seule zone, c'est Kaloum. Et en réalité, quand on prend le plan de l'urbanisation, on a à côté juste le centre directionnel de Koloma qui a été depuis très longtemps prévu comme étant le centre directionnel et administratif de la ville de Conakry. Mais malheureusement, comme le disait tout à l'heure M. Balaya, les politiques publiques de l'urbanisation n'ont pas suivi la croissance démographique. On prend la ville de Conakry qui auparavant se limitait pratiquement
à l'esplanade du 28 septembre à Dixine. Aujourd'hui, quand on se demande où se limite exactement la ville de Conakry, je pense qu'il serait très difficile pour chacun de nous ici présents de pouvoir faire la délimitation. Du moins que auparavant on parlait du kilomètre 36, mais aujourd'hui il y a le concept du Grand Conakry qui est en train de prendre son envol. Donc ce qui dit donc clairement que Conakry va maintenant au-delà de la limite habituelle que nous connaissions tous. Et aujourd'hui c'est une véritable problématique. Bien. Et on ne sait pas comment situer la véritable responsabilité, et c'est l'occasion pour nous de faire vraiment des analyses pour pouvoir comprendre en profondeur la quintessence de cette situation afin de pouvoir vraiment apporter des approches de solutions. Oui, Alpha Blay, est-ce que tu as la même lecture notamment que tes prédécesseurs sur la question sur la problématique de la circulation qu'on a créée? Oui, pratiquement la même lecture, seulement je vais m'accentuer sur 2 points essentiels. On a un problème d'organisation et de gestion de l'espace urbain en Guinée, surtout à Conakry. Vous avez parlé de cette route qui est la première qui a été tracée. On va revenir sur ça tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Voilà, pour arriver au fleuve Niger et au-delà, à traverser le Soudan pour arriver au Niger. Donc, cette route-là aujourd'hui, si je peux me permettre, elle est la plus dégueulasse de nos routes. On va parler de la deuxième partie. Seulement, cette question d'entrée, c'est un peu votre regard, votre constat, parce qu'on est tous des observateurs. Des observateurs. Comment est-ce que vous voyez la problématique de la circulation à Conakry? Dans sa globalité, circuler à Conakry est très difficile. Il se trouve aussi que Conakry est une sorte d'entonnoir à l'intérieur duquel tout le monde entre le matin et tout le monde sort le soir. Tout le problème se situe à ce niveau. Comment donc organiser et gérer la circulation routière pendant ces deux périodes, le matin et le soir? Et si vous constatez également, à chaque fois que nous avons des visites d'État dans ce pays, ça s'est accentué avec notamment l'arrivée du professeur Alpha Condé, parce que au temps de l'ancien Conté c'était moins. Oui. Mais là, un président qui s'annonce à 16h, on commence à barrer la route à partir de 9h du matin, ça fait que voilà. Ben justement, c'est tout cela qui montre que vivre à Conakry est surtout difficile. Circuler est devenu un calvaire quotidien et on se demande tous à qui la faute. Est-ce à nous les citoyens ou est-ce à l'organisation même administrative? Est-ce à la gestion de la circulation routière? Parce que comme on le sait, à Conakry, tout comme à l'intérieur du pays, nos routes sont généralement très muettes. Bien. Alors, parlant des routes, c'est vrai qu'à Conakry, on parle peut-être d'embouteillage ou de manque d'organisation, mais à l'intérieur du pays, on a quand même des routes, mais apparemment qui ne répondent pas aux aspirations parce qu'elles sont dans un état dégradé qui fait qu'aujourd'hui ça joue même sur l'économie nationale, parce que pour celui qui connaît Conakry, un peu reçoit tout de l'intérieur du pays, les denrées de première nécessité. Alors, à votre égard, est-ce que l'état des routes à l'intérieur du pays n'ont pas d'impact négatif sur l'économie nationale, M. Mansari? Non, Barry, on ne peut pas aujourd'hui ne pas reconnaître qu'il y a un impact considérable, dans le sens négatif bien sûr, de l'état de nos routes à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, quand on prend ne serait-ce que Conakry-Kindia, Kindia qui est là, et avec une telle distance, moi je me rappelle il y a quelque temps qu'on pouvait parcourir Conakry-Kindia en 2 heures. Mais de nos jours, c'est pratiquement impossible parce que la route est foncièrement dégradée. Et quand on prend cet état de fait, si juste à partir de Kindia ici, on a des difficultés de circuler, imaginons maintenant l'arrière-pays en profondeur. Quelqu'un par exemple qui quitterait Zérékoré ou qui quitterait Macenta avec des marchandises pour la ville de Conakry. Imaginez combien de temps la personne mettrait pour arriver à Conakry.
Et cet état de fait, par exemple, vous prenez les importateurs, ceux-là qui transportent les bananes, les alocos pour la ville de Conakry. Pour la plupart, ils arrivent à Conakry, il se trouve qu'il y a une bonne quantité d'accord, de leurs produits ou de leurs marchandises qui sont déjà pourris. Et qu'est-ce que cela va entraîner économiquement sur l'activité de ce commerçant? Vous voyez, il y a un manque à gagner. Et donc, quelque part, la personne aussi, étant déjà dans le commerce, peut vouloir compenser la perte avec la petite quantité restante. Et donc, tout cela va influencer le prix de vente de la marchandise qui sera destinée au consommateur à la fin. Donc, il y a vraiment un sérieux problème au niveau de nos routes du côté de l'intérieur. Certes, à Conakry, on parle beaucoup plus de la difficulté de circuler, mais du côté de l'intérieur, les routes sont vraiment impraticables. Monsieur Balaya, qu'est-ce que peut expliquer cette situation? Parce qu'on sait quand même que la Guinée, on pourrait dire qu'on a beaucoup de routes à l'intérieur du pays, mais qui ne semble pas être l'une des préoccupations de l'État en termes de réhabilitation, de rénovation. Aujourd'hui, tout ceci résulte notamment sur la vie des populations, plus particulièrement à Conakry, qui aujourd'hui s'arrachent difficilement pour retrouver certains denrées de première nécessité. Bon, vous savez, les premiers pas vers un développement, c'est le développement des voies de communication. Et je crois que les routes jouent un rôle prépondérant vers ce développement-là. M. Mansaré a dit tout à l'heure, tous ces produits, et en général, les produits qui viennent à Conakry, ce sont des produits périssables. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas durer longtemps sur la route. Hein. C'est tous ces produits, parce que c'est l'intérieur qui alimente Conakry, hein, nos petits marchés urbains et périurbains. Donc, tout cela montre qu'aujourd'hui, les politiques publiques ne se sont pas accentuées sur des investissements vers les voies de communication. C'est vrai qu'il y a une route qu'on attend de Koya à Dabola. C'est vrai qu'il tarde à se matérialiser. Voilà, qui tarde à se matérialiser. On appelle l'autoroute du troisième mandat. Justement, ça veut dire qu'on a tout insinué hein, dans le champ politique. Alors que les voies de communication, c'est des choses qui appartiennent à tous les Guinéens. En fait, il n'y a pas de divergence dans cela. La politique, c'est le lieu de la divergence, justement, hein, de la divergence. Ce n'est pas le cas. Malheureusement, on a eu tendance dans ce pays à tout coller hein, à la politique. C'est très dangereux pour le développement aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose. Nous avons tout intérêt, dans ce contexte de Covid, de pandémie, hein, parce que je le dis assez souvent, une pandémie, c'est le lieu de réinvention du monde et de l'espace. Justement. Parfois, les gens ont tendance à l'oublier. L'après-Covid, ce sera une nouvelle économie qui va surgir. Aujourd'hui, les voies de communication joueront un rôle. En 1920, quand il y a eu la grippe espagnole, il y a entre 50 et 100 millions de morts. On est arrivé à une nouvelle économie et c'est là où on a assisté à l'émergence des États-Unis. L'Amérique a commencé à prendre son envol il y a juste un siècle, à partir de 1920. À partir de quand le Covid disparaîtra hein, de nos pays, il y aura une nouvelle économie. Et c'est aujourd'hui maintenant qu'il faut développer certaines voies de communication pour aujourd'hui être au départ de ce qui va se passer. Le monde va s'accélérer, il y a beaucoup de choses qui vont... Maintenant, développons un certain nombre de choses. Parlant de l'état de nos routes à l'intérieur du pays, est-ce qu'on peut dire que c'est un manque d'attention ou bien c'est un refus? Parce qu'en général, les routes sont accompagnées par les bailleurs de fonds. Il y a toujours des fonds européens qui accompagnent pour les constructions. Mais après, quand c'est un manque de volonté politique. C'est-à-dire, vous savez, et puis il y a les cas de corruption. Vous savez, il y a des routes, on nous aide souvent, on entend 100 millions de dollars, 200 millions de dollars pour faire... À l'espace d'une année, de 2 ans, on trouve que les routes voilà. Après... Mais il y a eu la route internationale, hein, entre l'Abbé et vers le Sénégal. Le Sénégal a fait sa part du boulot. Hein, voilà, il reste maintenant la Guinée. C'est vrai que maintenant, il y a que peut-être une vingtaine de kilomètres qui restent. Mais il reste qu'aujourd'hui, les politiques publiques n'ont pas suivi l'ère du temps. Ouais. L'ère du temps, c'est d'avoir de bonnes routes. Parce que quand on parle de l'Europe, quand on parle du développement de l'Europe, ce sont les routes. C'est parce que tu peux faire Paris-Bruxelles en 1 heure de temps, hein, entre deux capitales. Je ne crois pas que ce soit le cas.
parce que même le Freetown qui nous est très proche, qui est très proche de la ville de Conakry, mais peut-être qu'il faut mettre 4 heures ou 5 heures de temps pour arriver. Bien. Donc tout ça explique aujourd'hui, il y a un problème politique, mais moi je crois qu'il faut réorienter toutes ces politiques-là. Hein, qu'on sache que le monde de demain, ce sera le monde du développement. Bien. Alors, Alpha Blay, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de volonté en ce qui concerne la construction des routes en Guinée, mais la question, est-ce que la qualité des routes qui sont construites, c'est parce qu'on n'a pas de cadre, c'est pas compétent au niveau du ministère des TP, ou bien c'est parce que c'est la qualité du sol guinéen qui fait qu'on ne peut pas faire de routes de durabilité? La Guinée a une chance extraordinaire, c'est que c'est un pays qui appartient à la zone tropicale. Et il est aussi clair qu'aujourd'hui, il y a de l'expertise dans tous les pays où il y a des sols et des routes similaires à celles de la Guinée. Par exemple, le Brésil. Le Brésil, par exemple, les pays américains en général. Ok. Donc, le problème ne se pose pas au niveau ni de la qualité du sol, ou au niveau de la géographie, ou de l'aspect géologique de la Guinée. Le problème, il a dit, il est d'abord un problème de volonté politique. Sinon, vous l'avez constaté, sous le président Sékou Touré, il y avait des routes qui n'étaient pas entretenues. Lorsque le régime a changé, il y a eu un délaissement. Après, il y a eu une reprise de conscience. Et nous avons assisté donc à l'émergence de grands travaux de construction de ponts. Notamment le pont sur la Fatala, le pont sur le Niger, sur le Niger, la route Kankan-Kourimale, et ainsi de suite. Après, stop. Il y a eu un délaissement. À l'arrivée d'Alpha Condé, nous avons assisté à une relance. Nous avons, par exemple, pour Conakry, vous avez constaté que de Tombolia, la route, voilà, nous sommes arrivés à 36 et maintenant nous sommes à Koya. Mais qu'est-ce qui se passe? La qualité de l'ouvrage laisse toujours à désirer. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'une route construite en l'espace de 5 ans se dégrade. Comme c'est le cas du point à partir duquel, on peut dire, le régime Alpha Condé a commencé pour 36, ça c'est Tombolia. Mais aujourd'hui, regardez la situation, l'état de ce carrefour de Tombolia. Voilà le problème. Les routes sont déglinguées et à plusieurs endroits. On a constaté qu'au niveau de chaque rond-point, c'est un calvaire pour les usagers de la route. Mais le problème, c'est une question de volonté politique. Pourquoi? Parce qu'on peut imposer la qualité, on peut imposer l'épaisseur qu'il faut pour chaque route. Mais en Guinée, le problème, c'est aussi le suivi. C'est le suivi. Lorsque le contrôleur est corrompu, lorsque l'entreprise chargée d'exécuter le contrat est ciblé généralement par des assauts, des corrupteurs et des corrompus. Ça revient à ce qui s'est passé dans l'histoire de l'attribution de ce marché. Oui, l'attribution de ce marché, ça c'est une affaire de sorcière. Vous avez vu l'entreprise AOS qui était vraiment réputée comme une entreprise qui faisait vraiment de bonnes routes, la brésilienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Celle qui avait fait notamment le trajet Matoto-Anta. Matoto-Anta. Et vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise, les Brésiliens étaient tellement acculés qu'ils se sont laissés aller. Et finalement, la qualité de l'ouvrage aussi a suivi. Nous n'avons plus même les traces de la route construite par AOS. C'est juste un exemple que je prends. Quant aux entreprises Guiter, Guicopress et ainsi de suite, bon, évidemment, il y a des entreprises qui ont réussi quand même à faire certaines transversales, n'est-ce pas? Qui ont réussi aussi à Kankan vraiment à faire un peu de bitume. Mais après, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est toujours la population qui s'est dit, mais ça, c'est de l'argent perdu. Pourquoi? Parce que quand la qualité n'y est pas, ça ne marche pas. Les routes, c'est comme la nourriture. Et les voies de communication, ce sont ces voies-là qui permettent
à ceux qui sont à Kankan, à ceux qui sont à Zérékoré, dont tu as parlé Mansaré, à ceux qui sont à Balaya dans l'Elouma, à ceux qui sont à Koundara, n'est-ce pas, d'évacuer les productions. Bien. Mais lorsque ces zones de production sont désenclavées, lorsque ces zones de production ne sont pas accessibles, ça se ressent. Absolument. Sur la table. Justement, le panier de la ménager. Sur le panier de la ménager non seulement, mais sur notre table à manger. La qualité. Parce que nous payons la facture de notre irresponsabilité ou de l'irresponsabilité de ceux qui sont chargés, non seulement de passer les marchés, mais aussi de suivre la qualité et la bonne exécution de ces marchés-là. Donc tout le problème tourne autour de deux choses: l'organisation, la gestion et le contrôle. C'est tout le problème en Guinée. Sinon, regardez, Balaya a parlé des routes internationales. Les Léonais ont fait leur part. Jusqu'à Forêt-Caria. Jusqu'à Pamalap. À Pamalap, oui, justement. Les Sénégalais ont déjà terminé. Les Ivoiriens sont arrivés jusqu'au niveau de Danané. Ils n'attendent que la Guinée. Pourquoi? Parce que dans ce pays, malheureusement, lorsque les bailleurs de fonds aident le pays à faire des routes, malheureusement, on se demande où vont ces fonds. C'est là le véritable problème. Bien. Maintenant, à qui la faute à ce niveau? Est-ce au peuple ou est-ce aux transporteurs ou est-ce aux producteurs? Puisque la Guinée est un grenier. Ouais. Et toutes les zones naturelles de ce pays sont des zones Bien. par excellence Ouais. de production, de culture vivrière. Bien, vous l'avez compris, hein, c'est l'émission notamment diagnostic. Hein. Aujourd'hui, nous parlons essentiellement notamment de la circulation à Conakry. Par extension, également, on est parti à l'intérieur du pays. Ils sont avec moi sur ce plateau comme invités. Je rappelle leur nom, Yatina Mansaré, journaliste à Tropical FM, également un acteur de la société civile, monsieur Ibrahima Balaya, président du Forum civil citoyen, mais aussi notre confrère Abdoulaye Alpha Blay Diallo. Il est le président de l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante. Alors, c'était notamment la première partie de cette émission, Diagnostic. On marque une courte pause avant de revenir désormais pour nous intéresser plus essentiellement à la route du Niger. Africa. Star 21 TV. Toutes les informations partout où vous êtes. Information. Éducation. Développement local. Culture. Sport. Divertissement. Star 21 TV. La télé du XXe siècle. Nous sommes sur la route du Niger, construite depuis le temps colonial. Mais aujourd'hui, cette infrastructure se trouve dans un état peu enviable. Ici, on assiste à des scènes indescriptibles. Stationnement anarchique des engins de toutes sortes, des étalagistes de tout gabarit envahissent le trottoir et même la chaussée. La route du Niger est partagée entre chauffeurs, charretiers, marchands ambulants et piétons qui déambulent par-ci et par-là sans souci. Les motards ne sont pas en reste, connus pour leur impatience. Le désordre dans la circulation est indescriptible. Créant des embouteillages, les étalagistes et les motards occupent impunément les trottoirs réservés normalement aux piétons. Une route doit-elle être exploitée de cette manière? Est-ce l'endroit idéal pour faire le commerce? Comme on peut le constater sur ces images, les motards ne sont que très peu en règle. Parfois donc, pas de casque de protection. Et pire, certains font la surcharge sans être inquiétés. La route du Niger ne parle pas à cet endroit. Les panneaux de signalisation sont absents, à plus forte raison le tricolore. Conséquence, bouchons interminables, discussions tout azimut, collisions entre usagers, accidents résultant des surchauffements ne sont pas aussi à écarter. Des ordures partout
et des caniveaux remplis de déchets de toutes sortes, la route complètement crevassée, la route du Niger est vraiment difficile à pratiquer, surtout en cette période hivernale. Un véritable calvaire. Au milieu de cette route et au niveau du carrefour Constantin, cette route est complètement en état de décrépitude avancée, bien que rénovée il y a moins de 3 ans. Un véritable gâchis, malgré la volonté du gouvernement à bien refaire nos routes. Au regard de certains observateurs, la construction des voiries urbaines d'haut standing qui correspondent aux normes internationales sont certainement une priorité du gouvernement guinéen. Conakry pourra-t-il redevenir un jour la perle de l'Afrique de l'Ouest, qualificatif qu'on lui attribuait au temps colonial? Nulle part ailleurs, les routes ne sont exploitées de cette manière. À qui la faute? Sincèrement, parce qu'on a vu ensemble, c'est un véritable bazar, la route du Niger. Je commence par l'acteur de la société civile, M. Balaya. On a vu notamment ce reportage qui, quand même, il faut rappeler quand même que la route du Niger est l'une des premières construites en Guinée avant même l'indépendance. Aujourd'hui, avec ce qu'on a vu comme reportage, c'est un fourre-tout total qu'on vient d'observer. D'abord, est-ce que vous pouvez comprendre que notre route, et pourtant la première en Guinée, soit dans cet état? Mais vous savez, j'ai le sentiment que le Guinéen aime rester dans la pagaille en fait. C'est-à-dire, ou bien être dans la circulation ou d'être dans les embouteillages. J'ai l'impression que les gens se complaisent parce qu'il n'y a pas cette capacité d'empathie dans la circulation. Vous savez, une circulation, elle se fait avec le cœur et avec l'esprit. Ouais. Parfois, tu vois, par exemple, quand vous arrivez dans une zone où il y a des routes latérales, les gens viennent fermer là-bas. Donc cela empêche et ça crée des embouteillages. Mais ce qui est là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, ce qu'on remarque dans nos pays, c'est un condensé d'informel et de laisser-aller. L'occupation des emprises, ça crée un autre niveau d'embouteillage. Regardez le reportage que nous avons vu tout de suite. Et tout cela, ça doit obéir à un certain ordre. Un certain ordre. C'est-à-dire c'est l'implication du gouvernement, mais aussi Il y a aussi l'incivisme justement, je vais y arriver. Ouais. Mais aussi c'est le rôle des communes. C'est le rôle des communes, justement, de réguler tout ça. La police municipale, la police communale, tout ce que vous voulez, doit jouer un rôle dans ce genre de truc. Maintenant, l'incivisme notoire. Mais c'est parce que tout simplement, en Guinée, on ne sanctionne pas. On ne sanctionne pas. C'est-à-dire, on a mis trop de social dans nos rapports au quotidien. Alors que nos rapports doivent être régis par des lois. Par la loi, dirais-je. Donc, il faut qu'on soit sur cela. Regardez, par exemple, les motards. Quand vous circulez, quand vous conduisez, moi, c'est tout ce qui me fait peur parce que moi, je ne calcule jamais à la droite et on me dépasse toujours par la droite. Parce que moi, j'ai peur, je regarde sur ma gauche. Parfois, il m'arrive de jeter de temps en temps. Ils s'en cassent aussi. Non, mais justement. Et puis, ils pensent qu'à chaque fois, que c'est eux qui ont la priorité. Vous voyez? Donc, tout cela, c'est un problème d'éducation. Et ça, nos gouvernants ont un rôle éminemment important à jouer. Regardez, le ministère de la Sécurité doit aujourd'hui faire des campagnes sur la responsabilité de l'État. Voilà, des campagnes de sensibilisation et de communication. Voilà. Et quand même, c'est un peu surprenant parce qu'il parle de la route du Niger, parle un peu du centre névralgique de la capitale parce que ça abrite en quelque sorte notamment le plus grand centre d'affaires du pays, le grand marché Madina. Mais quand même, qu'on soit entre des charretiers, des chauffeurs, des piétons, des motards, des marchands ambulants, c'est vraiment, on ne peut pas imaginer que nous sommes à Conakry. Oui, mais Barry, le constat quand même, au vu de ce que nous venions de suivre dans ce reportage, c'est vraiment alarmant. C'est alarmant dans la mesure où moi, j'ai le cœur pincé quand je sais que ce fut la première route en Guinée qui a été tracée et qui a été réalisée et qui se trouve aujourd'hui dans cet état et que cela n'interpelle est-ce qu'on peut pratiquement... parler d'autoroute maintenant, la route du Niger, parce qu'on parle sincèrement et ça ressemble à une ligne maintenant, parce que c'est devenu un marché, la route du Niger. Il y a des symboles, il y a des repères. Aujourd'hui, cette route-là, normalement, doit nous servir de symbole, doit nous servir de repère, mais c'est méconnaissable. Quand on arrive là, qui auparavant vous interrogez
d'accord, des jeunes dans le quartier, et même ceux qui sont à Matam là-bas, quant à Ils savent savoir pas que- est-ce que Ouais. ils connaissent la première route qui a été construite en Guinée. Normalement, la route là doit en principe être aménagée et entretenue. Mais quand on regarde au-delà de cela, elle n'est pas régulée. Vous voyez les camions qui sont stationnés, des conteneurs Des qui sont marchands ambulants. stationnés, des étalagistes qui occupent une bonne partie Les charretiers de la qui- route, qui les charretiers, sèment la terreur. les taxis motos. Ouais. Un peu partout, c'est de l'anarchie totale. Et la boue. La boue aussi. La boue, Vous voyez cela. Sincèrement. Et donc, quand une situation est comme cela, et que cela n'interpelle pas les autorités, c'est bien beau de dire que quelque part il y a l'incivisme à côté, mais encore une fois, Une démission le temps totale. doit être donné par les autorités. Alors, Alpha Blanc, est-ce que vous aussi, vous êtes surpris? Parce que quand même, ce qu'on est en train de voir là, c'est un peu inconcevable. Hein, Je qu'une pense que- capitale qui se ouais. réclame pourtant autrefois appelée comme étant la perle. perle de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, avoir cette route, ouais, sincèrement, ça ressemble à un pays en guerre, sincèrement. Bon, il y a trois aspects ici que nous lisons, non seulement dans ce reportage. C'est que d'abord, il y a ce qu'on appelle le laisser-faire. Le laisser-faire a montré que, à la fois, le marché Niger, c'est comme s'il n'a pas une administration. Le laisser-faire, c'est comme si il n'y a pas en Guinée un service qui se charge de l'entretien routier. Le laisser-faire, c'est comme s'il n'y a pas ici des départements qui sont chargés de la régulation de la circulation routière. Mais il y a aussi le laisser-faire au niveau de ce qu'on appelle le patrimoine. C'est que on ne voit aucun Non. policier sur la route. Oui, c'est justement Ah, ça. c'est quand même. Le patrimoine, cette route, Massaré l'a dit, c'est un patrimoine. Et il doit être considéré comme un patrimoine national, d'autant plus que c'est la première route qui a été tracée et devrait être entretenue et même devrait avoir un aspect purement culturel. Ouais. Mais cela n'est pas. Donc, c'est cela l'irresponsabilité de l'administration publique. Et ça, cette la situation dans laquelle baigne cette première route de la Guinée n'est pas une faute qui incombe aux populations, mais c'est une faute qui incombe à l'État lui-même, donc à l'administration. Parce que la colonisation nous a légué un patrimoine intéressant, un patrimoine routier consistant. Mais qu'est-ce que nous avons fait donc de ce patrimoine-là? Le résultat, c'est dans ce reportage-là. Aujourd'hui, les caniveaux ne sont plus... il n'y a pas de curage, exactement, il n'y a pas de curage de caniveaux. Et le citoyen lui-même déverse des ordures dans ces caniveaux en toute impunité. Donc ça veut dire qu'il y a une démission même de l'État. Et c'est cela. Donc à qui la faute? À l'administration publique. Pas même à l'administration du marché du Niger. Pourquoi? Parce que Local. s'il y a ce qu'on appelle... Mais il y a une commune quand même. Oui, parce que je rappelle que ces commerçants-là, ils payent des taxes à la commune également. Même ces étalagistes qui occupent les emprises de la route payent des taxes. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? L'irresponsabilité fait qu'il n'y a pas de sanction, positive ou négative. Quand il n'y a pas de sanction à la fois positive ou négative dans un État ou dans une entité organisée, mais c'est le désordre. Bien. Et ce désordre-là, c'est vraiment de la responsabilité de l'État. Parce que l'État est là pour ça. Les citoyens, il suffit juste de mettre de l'ordre, le citoyen va suivre. Et quelqu'un nous disait en 2009 à Yaoundé que le Cameroun ressemble à la Guinée. La circulation routière à l'intérieur de nos capitales, elle est pratiquement identique. La seule différence, c'est que dans l'autre pays, il y a une organisation qui fait que on ne peut pas ressentir. on ne peut pas ressentir la même désorganisation qu'à Conakry. C'est Bien. tout.
Alors, Yatina Mansaï, il y a quand même un aspect sur lequel je voudrais revenir. Il faut rappeler quand même que cette route du Niger, qui est la première route construite en Guinée, avant même l'indépendance, il y a eu un projet de rénovation de cette route, notamment qui a été engagé par les autorités, mais sauf que les travaux n'ont pas été à la hauteur de la satisfaction des populations. Aujourd'hui, on se retrouve devant le même constat. Par quoi peut-on expliquer cette situation? Est-ce que c'est parce que c'était un projet peut-être électoraliste, ou bien c'est parce que tout simplement cette route aujourd'hui mérite de disparaître au profit du grand marché Madina? Bon, et il faut, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, cette route ne mérite pas de disparaître. On est d'accord? Dans la mesure ça ne ressemble pas à une route, la route du Niger. Oui, ça ne ressemble pas à une route, mais encore une fois, c'est le lieu et le moment de le dire. Cette route-là mérite d'être réhabilitée. Ouais. Certes, de par le passé, je veux parler de la veille des campagnes électorales, il a été annoncé que la route allait être non, il y a eu même des travaux qui ont été reconstruits. Les travaux ont démarré, mais malheureusement ne sont pas allés à terme. Et cela parce qu'il y a eu des marchés, des passations de marchés qui ont été effectués avec des entreprises qui, à leur tour, ont eu à sous-traiter avec d'autres entreprises. Et donc, de sous-traitance en sous-traitance, et au-delà de tout cela, il y a les autorités locales. Je veux parler de la mairie, qui a été mis hors circuit. Ou qui se sont mis hors circuit, parce que moi je me dis que c'est à eux de réclamer une part de responsabilité dans la gestion en principe, si on prend le nouveau code des collectivités locales, justement, en Guinée, il y a les aménagements, urbains, des voiries publiques et autres, en réalité relèvent désormais des communes. Les communes, ça relève de la mission et des compétences des communes. Et pour ce faire, ils ne réclament jamais leur part de responsabilité. Non, mais en réalité, la loi déjà les confère. Voilà, ces compétences-là. Et donc, ils relèvent d'une administration, d'un département. Je vais parler du ministère de l'administration du territoire et autres, au sein duquel ministère il y a une agence qu'on appelle ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités, d'accord. Normalement, les ressources qui devraient leur permettre d'entretenir ou de réhabiliter ces routes viendraient de l'ANAFIC. Mais malheureusement, on sait, pour des raisons politiques, comment les fonds sont repartis au niveau de l'ANAFIC, au niveau des différentes collectivités locales. Sinon, c'est quand même difficile à expliquer parce que la mairie de Matam est à moins d'1 kilomètre de cette route. Oui. C'est ce qui est un peu... Cela sous-entend donc que pratiquement il y a une démission au niveau de l'administration, mais également au niveau de nos autorités locales. Monsieur Bala, sur ce projet de rénovation, vous, acteur de la société civile, à quoi ça vous a donné comme leçon? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un État engage des travaux, des rénovations d'une route, après on se retrouve à la case des départs, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu notamment le reportage, il y a des nids de partout, la route est cravachée, il n'y a pas, parce qu'il existe notamment des caniveaux, là, et pourtant nous sommes à Conakry, au plein cœur de la capitale. Moi, je ne vais pas jeter l'opprobre sur les communes. Je crois qu'elles ne sont pas tout à fait indépendantes. Parce que je crois que... et pourtant, du côté du pouvoir, les communes, normalement, la loi n'est cette réalité. Justement, dans l'application. C'est-à-dire, il faut dépolitiser les choses. Parce qu'en fait, ici, en Guinée, tout est dans le circuit politique. L'ANAFIC, c'est pour contrer la vie des communes, justement. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue comment les élections communales se sont déroulées dans ce pays. Absolument. On est passé de délégation spéciale aux élections communales. Et ça, jusqu'à présent également, on n'a pas installé... Et puis, le problème n'est pas réglé tout à fait. Justement. Alors que, si aujourd'hui, nous suivons à la lettre les codes de collectivité, mais les communes devraient être très riches, surtout la commune de Matam. Ah oui. La commune de Matam devrait être indépendante et autosuffisante. Il y a une réussite financière autosuffisante. Ce n'est pas le cas. Parce que tout simplement, les communes sont gagnées en général par l'opposition. Ça pose problème. Il faut avoir cette lecture-là aussi.
Si c'est l'opposition qui occupe les communes, et ce sont des communes... Mais à Matam, c'est le RPG arc-en-ciel non, je veux dire en général. C'est-à-dire que il y a des communes... C'est-à-dire que peut-être que le pouvoir politique aurait aimé gagner toutes les 5 communes de Conakry. Ce qui n'est pas le cas, justement. Oui. Donc ça pose problème. Donc ça c'est le premier problème. Mais maintenant, vous savez, quand on a des fonctionnaires véreux, quand l'administration est corrompue, vous savez, le problème, c'est qu'il n'y a pas une éducation administrative en Guinée. C'est-à-dire qu'on ne finit pas ses études, on fait une école d'administration, on sait comment l'administration fonctionne. Tout cela n'existe pas dans ce pays. Donc c'est des gens, dès que tu finis l'école, par des voies de parenté ou d'appartenance politique, tu es bombardé quelque part. Mais sinon, ce n'est même pas le ministère, il y a une direction de fonds d'entretien routier justement qui doit entretenir annuellement, parce que le fonds vient d'où? Des taxes que nous payons, des vignettes, et tout cela. Exactement. Mais où passe cet argent? Ça passe par des soutiens à travers des soutiens politiques. Par exemple, quelqu'un veut organiser un soutien au chef de l'État ou à un ministre ou à un... Il vient puiser l'argent dans ces fonds-là. Il fait un budget, on lui alloue peut-être 100 millions, alors que ces 100 millions auraient réparé au moins 50 mètres de la voirie du Niger. Ouais. Maintenant, moi je ne vais pas rêver comme Alpha Ablaye, qui parle de patrimoine, etc. Non, mais c'est possible. Ce n'est pas possible, justement. Vous savez, nous avons placé des grands mots. Peut-être j'ai l'impression que parfois nous ne comprenons même pas le sens de cela. C'est quoi un patrimoine? Vous savez, dans les pays occidentaux, il y a des journées de patrimoine. Ça permet aux populations de revisiter leur histoire. Parce que l'histoire, ce n'est pas seulement du blabla, le passé. Hein. Oui, c'est le côté, ça nous permet s'assumer. Non, l'histoire constitue un ressort qui nous permet de rebondir, qui nous permet d'avancer, justement. Quand on parle de la première route Niger, de la première route, etc., on aurait même dû interdire l'occupation des emprises. Absolument. Justement. Les magasins seulement auraient suffi et on laisse l'emprise. C'est-à-dire qu'en marchant là-bas, on se dit que ça c'est notre première route et on en est fiers et puis on l'occupe. Est-ce que ce n'est pas le fait également que le marché Madina aujourd'hui puisse faire l'objet d'une convoiture parce qu'on a plus des grands marchés, ce qu'on pourrait appeler des centres commerciaux, qui fait qu'aujourd'hui, le marché pour les petits étalagistes et marchands ambulants n'existe presque pas. Donc, ils sont au bas de ces immeubles qui est pratiquement sur la route. Non, parce que les vendeurs dont vous parlez disent qu'être dans le marché, ils ne sont pas plus visibles. Ils sont obligés de venir au bord de la route. Est-ce qu'il y a un marché? Non, en général, il y a des marchés. En général, dans les communes, il y a des marchés. Dans les marchés, il y a de l'espace, mais la question... Monsieur Barry, il y a des marchés. Il y a des marchés qui existent, mais les vendeurs te diront, je ne vais pas m'installer là-bas, je ne serai pas visible, le client ne pourrait pas arriver jusqu'à moi. Parce que ça, c'est aussi un problème. Mais je vous ai dit une chose, un pays se régule par des lois. Absolument. Quand la loi n'est pas respectée, chez les Occidentaux, ils sont aussi indisciplinés que nous. Pourquoi il y a une organisation? Parce qu'il y a des amendes qui tombent. Parce que quand tu fais ça, on te dit, on te touche au portefeuille. Ici, on n'est pas touché au portefeuille. Ou bien parfois, même si c'est un gars de la commune chargé de collecter, il vient, etc. Nous, dans nos bureaux, c'est ça. Parfois, ils arrivent, ils te disent non, donne-moi ça, après c'est fini. Donc, parfois, c'est le genre. Il y a cet aspect, c'est vrai qu'on ne peut pas revenir sur la qualité, parce que sur la question des projets, on le sait, vous l'avez rappelé, il y a la compétence, les responsabilités, c'est qui nous gouvernent. Mais aujourd'hui, sur l'aspect économique, j'en connais plein de commerçants, des opérateurs aujourd'hui qui tirent le diable par la queue quand il s'agit par exemple du transport des marchandises qui sont du côté du port autonome de Conakry. Le camion peut passer banalement 2 jours, 3 jours entre le trajet Kaloum et Madina parce que tout simplement il n'y a pas où stationner pour débarquer de la marchandise. Oui, il y a cela, il y a le problème d'aménagement de lieux de stationnement, mais aussi... Il n'y a pas d'espace. Oui, justement. Mais il y a toujours de l'espace, excusez-moi. Lorsque vous avez affaire à une administration responsable, lorsque vous avez affaire à des commis de l'État qui sont intransigeants avec les principes, avec le respect des principes et des valeurs et de la déontologie administrative, vous aurez toujours de l'espace. Le problème en Guinée, c'est que, on va rester toujours dans ce cadre-là, lorsque une marchandise arrive au port de Conakry,
pour, vous l'avez dit, pour l'acheminer au marché de Madina qui fait même pas 15 km. Souvent, le commerçant peut attendre 15 jours, 5 jours, 3 jours, ça. Mais ça, tout cela est dû aussi au fait que nous n'appliquons pas la loi dans ce pays. Pourquoi? Parce que quel genre de camion ou de remorqueur nous utilisons pour le transport de nos marchandises? Ce sont des vieilles carcasses. Ça ne tient pas la route. Ouais. Il y a ce problème-là. Le ministère du Commerce, le ministère des Transports, voici deux ministères que je considère que ces ministères-là ne font pas véritablement le travail. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter que l'on utilise des engins qui sont bons maintenant pour les casses dans le transport des biens et des services. C'est cela. Et c'est pour cela que moi j'aime à dire que nous avons en Guinée un problème d'irresponsabilité tellement généralisé que l'on devient fataliste. Ouais. Tellement généralisé que ceux qui vivent dans la précarité se disent que c'est de la volonté de Dieu, alors qu'un bon musulman vous dit je travaille, ce que je peux faire, je le fais, ce que je ne peux pas, je le confie à Dieu, en attendant que j'ai le moyen de le réaliser. Bien. Le problème de la circulation à l'intérieur de Conakry tient au fait que jusqu'au moment où nous parlons, l'État a encore les yeux fermés, l'État a encore les bras croisés, l'État ne fait pas son travail. Vous avez parlé des communes. Ces communes-là, lorsque les communes sont toutes arrimées à la politique, au spectacle politique, il est vrai et il sera toujours vrai que même les membres de ces conseils communaux-là ou de ces conseils d'administration ne s'intéressent pas au contenu de leurs prérogatives. Ouais. C'est cela le problème. Vous pouvez avoir sur 10 conseillers en Guinée, sur 10 conseillers communaux en Guinée, peut-être un seul qui maîtrise le code des collectivités locales. On me fait signe que nous sommes talonnés par autant. Il faut rappeler que nous sommes dans l'émission Diagnostic qui parle spécialement dans cette émission. Nous nous intéressons à la circulation, plus particulièrement à la route du Niger. Mais nous allons marquer une courte pause avant d'arriver dans cette émission pour continuer avec la troisième et dernière partie de l'émission Diagnostic, surtout avec cette question: à qui la faute? Africa. Star 21 TV. Toutes les informations partout où vous êtes. Information. Éducation. Développement local. Culture. Sport. Divertissement. Star 21 TV. La télé du XXe siècle. Merci pour votre aimable attention. On poursuit l'émission Diagnostic pour la troisième et dernière partie consacrée essentiellement à la circulation à Conakry. Nous parlons bien évidemment de la première route construite en Guinée avant même l'indépendance. Et cette question, est-ce qu'on peut dire que les Guinéens sont plus nombreux que ceux notamment de la Côte d'Ivoire? Parce qu'au marché des 13 villes, la plupart des commerçants, ou tous les commerçants d'ailleurs, sont dans le marché, mais aussi au grand marché Sandaga de Dakar. C'est également le même constat, mais en Guinée c'est tout autre. Pour plus d'explications, allons avec ce deuxième reportage consacré sur le marché Niger qui est intitulé « Le marché Niger dans un état piteux ». Nous sommes sur la route de Niger dans la commune de Matam, l'une des grandes routes urbaines de la capitale guinéenne d'entière affluence après l'autoroute Fidel Castro et la route Le Prince. De Madina au carrefour Constantin, des travaux de rénovation ont été engagés pour faciliter la circulation. Des travaux qui n'ont pas été à la satisfaction des usagers.
le manque d'entretien routier, le non-respect du code de la route, le stationnement de gros porteurs, camions à conteneurs. Ici, comme vous le constatez, on assiste à des scènes indescriptibles. La route du Niger est partagée entre étalagistes charretiers et marchands ambulants qui déambulent par-ci et par-là, des discussions tout azimuts, collisions entre usagers résultant de surchauffement. Conséquence, bouchons interminables. Le trajet Constantin-Madina est aujourd'hui l'un des plus grands calvaires des usagers sur la route, le Niger. La route complètement crévassée, des caniveaux remplis de toutes sortes d'ordures, l'inexistence de passerelles et de panneaux de signalisation, causant ainsi d'énormes embouteillages. La route du Niger est difficile à pratiquer, surtout en cette période hivernale. Parfois, il est difficile, voire impossible, de trouver un déplacement pour emprunter cette route. Certains conducteurs sont obligés de rebrousser chemin par peur de passer toute la journée dans le bouchon. Et oui, c'était ce reportage notamment qui illustre l'état puteux de la route du Niger. À qui la faute? Parce qu'il faut dire qu'on parle de Conakry. Alors, Monsieur Baraya, il faut dire quand même que sur la route du Niger, est-ce que dans cet état-là, il y a lieu de parler de panneaux de signalisation? Non, mais ça n'intéressera personne. Ouais. De toute façon, même dans nos artères principaux, là, on a des problèmes. On a des problèmes. Je crois qu'il y a des feux de signalisation au stade ici. Moi, j'ai l'impression que les gens ne savent pas c'est quoi le feu rouge et le feu vert. Bah. Moi, parfois, je prends peur. Mais vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que il y a un problème. Il y a un problème de l'autorité. Hein? Il y a un problème d'autorité. Il faut imposer une certaine autorité. Je crois qu'on le dit assez souvent, je ne sais pas si c'est vrai, que le Guinéen est facilement gouvernable. Je crois que si aujourd'hui les gens sont touchés au portefeuille, justement, tout ce qui les gens sont touchés au portefeuille, ils le feront peut-être une ou deux fois, mais ils ne le feront pas une troisième fois. Ils vont respecter les règles. Je crois qu'il y a eu un événement, c'est vrai que comme ce n'est pas un vrai exemple, mais du temps de Dadis, puisque Dadis sortait et criait à la télé, mais les gens vraiment étaient, voilà. Les gens étaient assez cadrés, bien que ce n'est pas le bon exemple, mais je crois que il faut faire ça d'une manière plus soft et en touchant les gens au portefeuille. Parce que nous devons impérativement trouver une solution. Conakry fait au minimum 4 millions d'habitants. Le danger des capitales africaines, c'est cela. C'est-à-dire qu'il y a eu un exode rural qui est extrêmement grave, qui a eu lieu, même si aujourd'hui on devrait encourager l'exode urbain, pousser les jeunes, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux on voit toujours des jeunes qui s'adonnent à l'agriculture, etc. Hein, voilà, il faut désengorger la ville, la capitale. Il manque du personnel soignant à l'intérieur, du personnel enseignant à l'intérieur. Tout ça, je crois que un reflux vers l'intérieur pourrait être très bénéfique. Mais tout partira déjà de la volonté politique. Je crois qu'aujourd'hui, il faut en imposer. On est dans des pays, l'être humain aussi a besoin qu'on lui rappelle ses obligations. Malheureusement, ici, il y a un très fort laisser-aller, parce que quand vous allez au marché du Niger, vous commencez à appliquer la loi, on va dire que vous n'avez pas de cœur, on va vous traiter de mécréant. Avant cette notamment on va vous traiter de mécréant que vous ne croyez pas. À travers le CD, bon, vu du ciel, quand même, on voit une route qui est bien tracée, et sincèrement, c'est... Justement, parce qu'on a mis trop de social dans nos rapports au quotidien. Le social existe, bien évidemment, mais tout ce qui nous appartient en commun, tout ce qui nous est commun, doit être régi par une loi. Alors, Yatia Massaré, il faut dire également que, parlant de la route du Niger, il y a cette triste réalité également, sur laquelle je voudrais avoir votre avis, c'est un peu ces infractions qui sont devenues légions. C'est presque une tradition. Les taxis-motards ne respectent pas, parce que d'ailleurs il n'y a pas de signalisation. Les charretiers qui s'entrecrochent avec notamment des marchands ambulants, laissant en cours notamment des discussions tous azimuts. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on est un peu surpris que ce soit sur la première route du pays qu'on enregistre notamment tous ces grands bazars? Non, c'est une désolation. On l'a vu tout à l'heure par la vue aérienne. C'est une route c'est une belle route, une tracée vraiment rectiligne. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, elle est complètement envahie.
Vous voyez, pratiquement, il n'y a même pas d'espace où même les piétons pourraient circuler parce qu'elle est envahie. Pourquoi est-ce qu'elle est envahie? Naturellement, c'est parce que on constate dans un premier temps qu'il n'y a pas de panneau de signalisation, à qui la priorité, personne ne le sait. Les camions sont stationnés par-ci, les charretiers par-là. Et vous avez constaté même par moment où il y a un charretier qui occupe carrément le beau milieu de la route et derrière il y a un taximètre. C'est dommage. Et il y a une voiture qui est là et qui le suit. Puis il y a les Et à porteurs côté, aussi. il y a des porteurs de bagages, il y a des motos Les taxis marchands qui ambulants. sont là, les étalagistes par-ci, par-là. C'est du laisser-aller total. Et quand c'est comme ça, encore une fois, il faut revenir à la loi et amener les uns et les autres à se conformer aux normes qui sont établies. Bien. Alors, à Fabla, il y a cet aspect parce qu'il faut dire quand même que, bon, on ne va pas faire de la promotion à des personnes, mais quand même, il y a le gouverneur de la ville de Conakry qui avait quand même entamé un projet qui était vraiment ambitieux en ce qui concerne notamment l'aménagement des espaces tout au long de nos artères publiques. On a vu la création des parcs du côté de Madina. Il y a également l'embellissement du grand rond-point Constantin sur cette route du Niger. Mais aujourd'hui, tous ces projets semblent être mornés. Oui, absolument. Ça, c'est véritablement le constat des journalistes que nous faisons. Ouais. Effectivement, avec le gouverneur Mathurin... Sinon, quand même, c'était utile, c'était bien imaginé. Avec le gouverneur Mathurin, nous avons toujours des actes posés et qui sont vraiment appréciés, en tout cas du public. Avant ces lieux de stationnement organisés, Madina était... Madina était en tout cas l'endroit par excellence du vol, du kidnapping et de tout ce qu'on connaissait là. Ouais. Hein? Et donc, le bel exemple, il faut le mentionner. Mathurin a été un bel exemple. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous avez parlé d'embellissement, de carrefour, et ainsi de suite. Pas seulement de carrefour Constantin, mais aussi... il faut le dire quand même que c'est l'un des meilleurs carrefours de Conakry, Constantin, qui est sur la route du Niger. Oui, ça c'est de, jamais eu d'embouteillage. C'est de notoriété publique. Balaya le disait tout à l'heure en off. Ce carrefour Constantin a été conçu par un Guinéen qui n'avait pas encore la trentaine. C'est beau, c'est bien. Pourquoi? Parce que quand on utilise les ressources humaines pour faire des actes d'intérêt public, sans tenir compte du népotisme et même de la corruption, ça devient un acte de, comment on appelle ça, en tout cas, tout le monde en parlera. Ouais. Avec Mathurin, effectivement, l'embellissement des carrefours, mais Mathurin, son élan a été stoppé net. Vous quittez Madina, vous arrivez au Palais du Peuple, au rond-point, à l'entrée même de Kaloum. Il y a une bretelle qui quitte ce petit rond-point-là pour la mosquée Sinkunkaba. Oui, oui. Alors, c'est une bretelle qui avait été considérée comme un lieu pouvant non seulement être utilisé pour aménager des espaces de jeu, entre Tombo et Koronti, oui, pour aménager non seulement des espaces de jeu, mais aussi des sites de stationnement modernes de véhicules dans Conakry. Et même des espaces verts pour... Et des espaces verts pour enjoliver cette partie qui est la partie la plus importante de l'entrée de Kaloum en provenance de la haute banlieue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce projet a été stoppé net. Par la population de Kaloum. Pas par la population de Kaloum. Il y a eu des manifestations, à ma connaissance, parce qu'il y a eu des populations qui... vous savez, ici, à l'entame de l'émission, Balaya nous parlait des avatars de la politique sur le respect même des principes administratifs, sur même le respect de la déontologie administrative dans ce pays. C'est cela. Sinon, ce que Mathurin fait n'avait rien de politique. Aménager l'espace public, gérer, aménager l'espace public n'a rien de politique politicienne. Mais ce projet a été stoppé net parce que ce projet-là, le contrat avait été... je crois que oui, le contrat avait été fait entre le gouvernorat, le ministère de l'Habitat, le ministère de l'Administration du Territoire et un opérateur privé
qui est spécialisé dans l'enjolivement, dans l'aménagement et l'enjolivement et la gestion des espaces aménagés. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce projet a été stoppé. Et aujourd'hui, le spectacle auquel nous assistons là-bas quotidiennement, c'est le stationnement des camions citernes. Hein? Et vous savez que ça, c'est très dangereux pour la sécurité publique. Ouais. Mais on préfère garder cette, comme on dit, cette pagaille-là et mettre à l'eau ce projet-là. Sinon, le projet avait débuté. Non, et moi, je dirais bien les initiatives du gouverneur Mathurin sont salutaires, mais la grosse question qu'il faudrait se poser à ce niveau, est-ce que ça relève de ses prérogatives, d'accord, de procéder à l'aménagement de ces différentes zones? Parce que, en réalité, si on revient au code des collectivités locales, la région, qui est la ville de Conakry, en réalité, en termes de collectivité locale, joue le rôle de coordination. Il revient maintenant aux mairies de jouer le rôle d'opération. Donc, quand, par exemple, ces zones-là doivent être aménagées en principe, selon les textes de loi, il revient à la mairie, d'accord, de la localité, notamment la mairie de Kaloum, ou si c'était du côté de Constantin, la mairie de Matam, qui devrait normalement se charger des opérations, de l'exécution. Et après qu'il ait ce projet-là, ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait pas une autorité. Le gouvernement, en principe, devrait jouer l'action de coordination et inciter les autorités locales à la base, parce qu'il y a une question de suivi. Il faudrait que le suivi soit de proximité. C'est pas que l'initiative de Mathurin est à rejeter, c'est une bonne initiative, mais l'exécution ou la mise en œuvre du projet devrait, par principe, revenir aux autorités locales. Moi, je pense qu'il faut faire un peu la différence dans les prérogatives pour éviter souvent... Je vais faire une précision. Non, je précise que ici, la question de qui a fait quoi et qui touche effectivement Mathurin, ce n'est pas une question ni de qui doit faire quoi, mais une question de leadership. Justement. Et ce leadership-là, Mathurin l'a incarné. Et il faut dire, lorsque vous regardez les contrats, vous verrez que effectivement, la loi a été respectée et dans toute sa rigueur. Parce que ici, le problème de la Guinée, c'est un problème de leadership. Mais de leadership gagnant et de leadership éclairé, efficace. Vous qui êtes à la société civile, vous le savez. Vous pouvez avoir plusieurs plateformes, la société civile. Mais lorsque le leadership ne suit pas, ben, vous tombez dans les oubliettes. Et Mathurin, pourquoi Mathurin? C'est parce que non seulement Mathurin on n'a pas parlé de lui. Hein, non, ce n'est pas de la publicité. C'est normal quand c'est bon. Je voulais juste dire que je ne suis pas dans une voie de contradiction. Je dis simplement que ce qui nous intéresse, c'est le leadership. Et le leadership imprimé, exactement. Et le leadership imprimé par Mathurin là, c'est un leadership qui est gagnant et qui est bon à la fois pour le respect du contenu de la loi sur la collectivité, mais aussi... Et même d'inspirer ces autorités communales. Oui, inspirer. Parce qu'ils ne font pas leur boulot. Hein. C'est ça. Moi, c'est juste... Je voulais juste mettre... Je voulais faire rappeler quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les textes sur les collectivités et l'application. Mathurin est président du conseil de ville. C'est-à-dire que c'est à ce titre-là qu'il s'arroge le droit d'aménager partout où il veut. C'est lui le président du conseil de ville, c'est-à-dire celui qui chapeaute tous les maires des 5 communes. Ça, c'est rapidement. Mais l'autre problème qui se pose en fait, c'est que lui, par exemple, c'est vrai que je vais embrayer sur ce que Alpha Ablaye a dit. Partout il est passé, hein. En 2009, il a construit les cités pour les dossiers. Et puis il y a le train express. C'est-à-dire que ce leadership-là, il faut qu'il y ait des gens qui l'incarnent. Malheureusement, je crois qu'ici, on incarne un leadership personnel.
C'est-à-dire on remplit sa poche, on construit des maisons. Moi, je suis très heureux d'entendre que le gouvernement aujourd'hui va à la chasse des gens pour leur demander où ils ont pris tout leur patrimoine. J'espère que le comité fera du bon travail. Parce que malheureusement, si aujourd'hui il y a un frein au développement pour ce pays, c'est parce que tout simplement... Pour terminer cette émission, c'est une question qui voilà pour tout le monde ici sur ce plateau. Est-ce que c'est possible que Conakry, est-ce qu'on peut dire que Conakry, c'est possible que Conakry devienne par exemple à l'image du Rwanda, la capitale la plus, verdoyante de l'Afrique, comme d'antan, on le savait tous quand même que Conakry était appelé autrefois comme étant la perle de l'Afrique de l'Ouest. Je commence cette fois-ci par Alpha Blay. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien possible. Il faut être simplement animé de bonne foi, mettre de côté tout ce qui est intention de s'enrichir personnellement et rester dans l'histoire de la Guinée. Si nous avons cela, si nous avons cette volonté-là, même ce gouvernement, le gouvernement Kassori, peut mettre déjà les jalons. Bien. Yatina Mansari. Oui, moi je pense que c'est bien possible. Qu'est-ce qu'il faut aller faire? même, on peut dépasser même Kigali. En faisant quoi, en termes de, c'est possible. Dans un premier temps, il faut de la responsabilité. Je dis qu'il faut de la responsabilité parce qu'aujourd'hui, il faudrait que chaque Guinéen sache que pour que la Guinée puisse, ou que Conakry puisse ressembler à Kigali, que chacun a un rôle à jouer. Donc si chacun s'acquitte de son rôle dans ce sens, je pense qu'on pourrait atteindre cet objectif. Mais vous savez, les fondamentaux sont très clairs. C'est-à-dire qu'il faut un respect de la loi. Il faut aujourd'hui qu'on sorte du le côté cœur, hein, parce que une dame vient vendre pour nourrir ses enfants l'après-midi, etc. C'est pour cela qu'elle trouve la raison de venir occuper les emprises. C'est pas normal. En fait, c'est ça le problème. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Si aujourd'hui, nous devons cesser de débattre sur ce genre de sujet, il faut appliquer la loi. Bien, vous l'avez compris, hein, valeureux téléspectateurs de Star 21 TV, nous arrivons à la fin de cette émission pour cette notamment première rentrée en matière. Malheureusement, le débat a été houleux, mais on est pris par le temps et vous le savez, quel qu'en soit le temps est parti parce que ce sujet était tellement intéressant qu'on a accusé ce temps. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. Je rappelle que j'avais comme invité pour cette émission, ce premier numéro de l'émission Diagnostic, monsieur Ibrahima Balaya. Il est le président notamment du Forum civil guinéen, mais aussi Yatina Mansari, journaliste à la radio Tropical FM, et Alpha Abdoulaye Diallo, il est le président de l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante. Ils étaient tous avec moi. À vous, merci d'être avec moi sur ce plateau pour cette émission introductive de l'émission Diagnostic. Alors, à vous également, merci pour la fidélité. Surtout, ne quittez pas sur cette télé, car le meilleur reste à venir. On se reprend la semaine prochaine avec également d'autres sujets à intérêt public également qui concernent la vie de tous les Guinéens. Au revoir, prenez soin de vous.